Le Miam d'or a été décerné aux Anis de Flavigny pour le nouveau conditionnement de leurs bonbons en étui de poche. Sur la deuxième marche du podium, Mulot et Petit Jean qui a élaboré un pain d'épices aux figues. L'improbable moutarde à la truffe a également été remarqué par le jury. Enfin, un prix spécial a été remis aux inventeurs d'un pain brioché qui viendrait remplacer les compléments nutritionnels des seniors. Ce pain a été développé avec le CHU de Dijon, avec l'aide de l'INRA également. Et nous commercialisons ce pain à partir du 16 décembre avec une société qui s'appelle Nutrisens, qui assure la distribution en maison de retraite, en milieu hospitalier. Et puis nous travaillons pour le début de l'année prochaine sur le maintien à domicile parce qu'il y a un enjeu important pour rester à la maison en bonne santé, puis surtout garder le plaisir de manger des bons ingrédients. C'est la deuxième fois que ce concours alimentaire a lieu. 15 entreprises ont proposé leur dernière trouvaille, plus ou moins originale. Les notes sont attribuées par des professionnels, mais l'avis des consommateurs compte pour moitié. Un millier de passants auraient voté cette année. Pour les organisateurs, créer de nouveaux produits alimentaires porteurs est un levier essentiel pour maintenir l'équilibre économique avec la distribution. À partir du moment où on a des produits innovants et des produits qui plaisent aux consommateurs, on est dans une gamme déjà différente. Et je crois qu'il faut toutes les gammes sur le marché. Il faut la gamme premier prix parce qu'il y a des consommateurs qui n'achèteront malheureusement que ce type de produits, mais ils peuvent aussi se faire plaisir de temps en temps avec des produits d'une gamme supérieure qui puissent faire vivre les entreprises d'une manière différente. Donc il faut des marges pour tout le monde. Il faut des marges pour le producteur, il faut des marges pour l'entreprise, il faut des marges pour la distribution. Il faut que le consommateur y trouve au final son plaisir. Donc voilà la chaîne à remettre en place. Au-delà de la reconnaissance exprimée par cette remise de trophées, les participants espèrent qu'elle les aidera à sécuriser le lancement de leurs produits. Assurer ses missions malgré une baisse de 6 millions d'euros des dotations de l'État, c'est un des enjeux du budget régional pour 2014. Les élus doivent suivre une cure d'austérité tout en maintenant la capacité de désendettement en dessous des 6 ans. Nous allons devoir, par la force des choses, avec aujourd'hui pratiquement 6 millions de recettes en moins de la part de l'État pour 2 ans. Mais l'État lui-même baisse à due concurrence ses propres recettes cette année. Nous allons nous recentrer sur nos compétences. Sans doute allons-nous nous fixer plus sur ce qui sont nos compétences obligatoires et moins ce que sont nos compétences optionnelles, c'est-à-dire ce que nous faisions quand nous pouvions avec ce que nous avions. Les élus de l'opposition ont profité de ces mesures d'économie pour interpeller François Patria, notamment sur le coût des lignes de train régionales. Ils n'étaient pas les seuls puisque plusieurs dizaines d'agriculteurs sont arrivés devant l'hôtel de région à l'appel de 2 syndicats. Ils dénonçaient la diminution des fonds européens pour la politique agricole commune 2014-2020. François Patria a donc interrompu la session plénière pour les recevoir dans le hall et dialoguer avec eux. Mais le président de région sait qu'il ne peut pas faire de miracle. D'un point de vue financier, où on va perdre, la région Bourgogne va perdre 20 millions d'euros. Elle en avait déjà perdu 35 à la dernière réforme. Et donc, on est venu chercher... disons que il y a des aides sur le deuxième pilier, donc on venait soutenir François Patria pour que la Bourgogne soit bien dotée au niveau des aides du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est un fonds de 80 millions d'euros d'aides agricoles supplémentaires qui pourraient être attribués à la région, bien loin des 164 000 euros d'aides proposées aujourd'hui par l'Assemblée seule. 26 réseaux régionaux de la ruralité mis en place en 2007 sont rassemblés pour partager leurs expériences. Les débats ont été précédés d'annonces ministérielles par écran interposé. Évoquant un pacte pour la ruralité, le gouvernement entend lutter entre autres contre la désertification des services. D'abord le renforcement des services au public, notamment en milieu rural, avec le financement d'ici 2017 de 1000 maisons de services au public, de leur investissement mais aussi de fonctionnement. Cet élu du monde rural appréhende un peu la mesure annoncée. Il craint qu'à terme, le financement de ces maisons ne relève des collectivités locales. Pour lui, égalité des territoires sous-entend d'abord égalité budgétaire. Comment peut-on faire des lois depuis une vingtaine d'années sur l'égalité ou réfléchir sur l'égalité en ayant toujours en place la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'aide que l'État donne aux collectivités par habitant, qui est 2 fois plus élevée dans les communes urbaines que dans les communes rurales. Ça passe déjà par un Français est un Français. Autre annonce du gouvernement, le pilotage de la PAC sera désormais confié aux conseils régionaux. L'agriculture est évidemment une question centrale pour la ruralité. Les groupes d'action locale du réseau se vantent d'avoir su mobiliser les fonds européens grâce au programme Leader.
Plus de 40 sont nés en Bourgogne ces 6 dernières années, avec 14 millions d'euros d'aide de l'Union européenne. Par exemple, au lycée agricole du Morvan, toute la pisciculture est développée. On a des gamins qui viennent de toute la France apprendre la pisciculture. Et avec Leader, on a pu mettre du terrain dans les projets qui étaient développés. Donc pas seulement la formation des jeunes, mais aussi du terrain, de la pisciculture, des produits de pisciculture transformés. Ce type d'initiative devrait se multiplier dans les années à venir. Le Fonds européen pour les zones rurales a été reconduit pour la période 2014-2020. Le changement de tutelle passe mal chez les inspecteurs au permis de conduire. Leur activité est transférée du ministère de l'écologie à celui de l'Intérieur. Les examinateurs restent des fonctionnaires, mais ce changement a des conséquences sur leur statut. Il y a un certain nombre de règles de gestion qui gèrent notre quotidien de travail, qui gèrent les déplacements que l'on fait un petit peu partout, par exemple pour la Côte d'Or, à Châtillon, Montbard, Beaune. Ça fait beaucoup de textes. À partir du moment où on change de ministère, ces textes-là ne sont plus applicables. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que monsieur Valls s'engage de manière écrite et définitive à garantir à la fois le maintien du nombre de postes d'inspecteurs et à garantir, on va dire, l'assurance d'un service public sur l'ensemble du territoire. La loi de finances pour 2014 prévoit 35 suppressions de postes sur plus de 1200 au niveau national. Pas de répercussions attendues pour notre département, mais Force ouvrière juge que l'annonce est en contradiction avec l'objectif de réduire les délais d'examen. Celui-ci est de 3 mois selon la moyenne française, 2 mois pour la Côte d'Or. D'après ce représentant des auto-écoles, il n'y a pas de problème d'effectifs, mais de gestion du personnel. Si tous les inspecteurs de France et de Navarre étaient sur le terrain en train de faire passer des permis de conduire, je pense qu'il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de problème de place d'examen dans les auto-écoles. On peut tout à fait se passer d'un inspecteur au permis de conduire au niveau des salles de code, puisqu'aujourd'hui tout est informatisé. On peut très bien mettre quelqu'un d'administratif ou tout simplement quelqu'un de la gendarmerie, puisque c'est le ministère de l'Intérieur, pour faire passer les examens code. Et à ce moment-là, on va gagner du temps inspecteur pour les permis de conduire au niveau de la pratique. La proposition fait tiquer Force ouvrière qui redoute à terme une privatisation de la fonction d'inspecteur et un examen qui deviendrait payant pour l'usager. Voilà 2 semaines, la grève a été suivie par les 10 inspecteurs que compte le département. Midi 30, une livraison vient d'arriver. Des denrées toutes fraîches en provenance de 2 grandes surfaces et de la banque alimentaire. Tout est là. Aujourd'hui, c'est un peu calme. Comment ça se fait ? Ça dépend les grandes surfaces qui donnent. Parce que là, ils passent dans les grandes surfaces prendre. Ça dépend ce qu'ils donnent ou ce qu'ils ne donnent pas. Heureusement, l'association peut compter sur ses propres réserves. Jean est bénévole depuis 6 ans dans ce centre de distribution. Il est même l'un des plus assidus. Moi, je viens le lundi, jeudi et vendredi. Donc, presque tous les jours d'ouverture. Ouais, presque tous les jours d'ouverture. On est bénévole. On est bénévole, mais du moment que vous êtes engagé à faire quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout, sinon c'est pas la peine de venir. Le centre de Dijon Sud ouvre 4 jours par semaine. Près de 60 bénévoles sont inscrits au planning, des retraités en grande majorité dont certains sont là depuis 10 voire 20 ans. L'équipe voit son établissement de plus en plus fréquenté. L'année dernière, il y avait 700 et quelques familles. Cette année, on compte encore 10% d'augmentation. Tous les ans, ça va crescendo. Et encore heureusement qu'il y a eu le centre de Chenauve qui s'est ouvert. Parce que autrement, ce serait un peu la panique à bord. Les retraités, les étudiants et les résidents étrangers seraient de plus en plus nombreux à solliciter l'association. Une recrudescence qui tombe mal pour la gestion des stocks. La baisse des dotations européennes oblige en effet les restaurants du cœur à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.